En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour tout le monde, rendez-vous ici même, le podcast de Ferrari, on en est au numéro 249, et alors, aujourd'hui, toujours une question d'Olivier avec cette quatrième et dernière question pour lui. Le mois d'Olivier, ça y est, ça touche à sa fin, ça y est, c'est terminé, le mois d'Olivier avec cette dernière question. Si je change de coach, ce serait pour qui et surtout pourquoi ? Ah oui, parce que tout changement, tout changement mérite salaire, mais non, pas du tout. Tout changement doit être justifié. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. D'abord, quelques news avec les nouveaux patriotes. Nouveau patriote donc, Valérie Gürtner, nouveau patriote féminin, suffisamment rare pour le souligner. Alexis Vimard, Romain Saragossa, Raphaël Zuen, Louis-Christophe Moissonnier, Magnon. Et le retour de Dame, notre patriote breton, que j'avais eu le plaisir de rencontrer l'an dernier au Nivolet-Revard et qui va revenir cette année pour faire bénévole. Donc ça, c'est très, très gentil de sa part, puisque on en cherche toujours. Alors là, on est d'ailleurs en train de ressolliciter tous ceux qui sont venus l'an passé. Et voilà, si vous avez une course autour de chez vous, ne vous posez pas la question. Hein. Normalement, ils ont toujours besoin de bénévoles. Plus on est de fous, plus on rit. Puisque même si on a déjà tous nos bénévoles, c'est bien de faire des rotations pour que les gens restent en place le moins longtemps possible. Parce qu'à un carrefour d'une route, on se fait chier quand même, il faut le dire. Voilà, retour également de Irvine, retour de Séverin Lancel. Voilà pour les nouveaux patriotes qui vont être servis, puisque ça faisait longtemps. Petit guide pratique qui sera publié ce vendredi. Comment bien honorer son duc. Non, je plaisante. Voilà, avec Sébastien Diffenbrom, on a fait 4 ou 5 articles sur la nutrition. Et là, on va faire un truc vraiment clé en main, puisque il faut l'écrire noir sur blanc, tu vois, pour comment travailler sa lipolyse. Voilà, vous faites ça et ça, etc., etc. Voilà, ça, ce sera pour ce vendredi, puisque ça avait déjà été évoqué à travers les articles de Sébastien, mais il faut réexpliquer encore et ôter tous les petits doutes de votre tête. D'un point de vue speaker, eh bien, c'est toujours très calme. Hein. On attend avec impatience la Savoyarde mi-mars. Alors, on espère quand même qu'il va reneiger, puisque si vous pensez qu'on fait du ski en Savoie et Haute-Savoie, vous êtes un boomer. Hein. Attention, on ne fait plus de ski maintenant. C'est fini, ça. Il n'y a plus de neige. Voilà, ça fait 3 semaines que je fais du vélo sans mettre de gants. Tous les chemins autour de chez moi sont aussi secs que l'été. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. Alors il y aura des gens qui auront un petit peu soif cet été. Écoutez, c'est dommage, j'ai beaucoup de peine pour vous, moi ça ira. Et puis de toute façon, si ça va pas, après on se livre au pillage. On va voir son voisin parce qu'il a une réserve d'eau.
on lui explose la tête et on récupère la réserve d'eau. Et puis voilà, c'est réglé, hein. Il n'y a pas à avoir peur, hein. Comme dirait Klaus, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc là, vous aurez un peu soif, hein, mais bon. Athlète, ça y est, on se rapproche de la rentrée en trail. C'est le week-end prochain, du côté de Volvic, avec le trail du Vulcain, qu'on est à sa 21e édition. Donc la bête a dû commencer en 2002, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas pu organiser en 2021 à cause du Covid. Oulala, le vilain Covid. Méchant, vilaine bête. Ouais, ils ont commencé en 2002, putain, en 2002, le trail du Vulcain. Et là, on nous envoie encore faire 80 km à travers les forêts, les champs, du côté de la chaîne des Puys, puisqu'on va aller au sommet du Puy de Dôme, et on va revenir à Volvic, et ça fait 80 km, voilà, dans la joie de vivre. Alors, fort heureusement, à moins d'une grosse merde d'ici là, la météo... Regardez, je check gentiment cette petite prévision à 10 jours. Alors, ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, ils mettent une pluie, c'est genre, ouais, regardez, il va pleuvoir quand même. Et plus on se rapproche de la pluie, plus elle a dégagé. Voilà, on annonce absolument aucune précipitation. Ah si, tiens, peut-être un petit peu de neige au pied du Puy de Dôme lundi prochain. Bon, léger. Voilà, tranquille. Ouais, 10 degrés en journée, le vendredi 3 mars. Écoute, voilà, ça va très très bien se passer. Ensuite, sur le Patreon, justement, on présentera la petite stratégie pour le trail du Vulcain, qui n'est pas un objectif à part entière. Là, on est 10 jours avant. Non, je sais pas, est-ce qu'on est 10 jours avant? J-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours avant, J-11, et je me suis mis une séance muscu de l'espace relativement difficile, là, même si certains sur TikTok ont dit que je faisais des séries longues avec des poids légers, alors qu'en fait, je fais des séries courtes avec des poids lourds. Mais bon, vu qu'ils ne pratiquent pas, ils ne peuvent pas savoir que quand on fait du goblet squat avec une kettlebell de 36 kg, c'est lourd. Ouais, c'est déjà rien que pour la tenir devant soi, c'est pas évident, hein, il faut gainer un petit peu votre ventre, hein, ça c'est un peu difficile. Donc en général, vous rigolez pas trop, en plus tellement c'est lourd, en fait vous êtes obligé de travailler avec la respiration, parce que sinon vous n'arrivez pas à descendre et à remonter à cause de votre ventre qui va gonfler et dégonfler pas forcément au bon moment. Donc voilà pour ce petit Vulcain, on l'aborde pas comme un objectif. Après, bien sûr, je vais pas faire une sortie longue de 4 heures juste avant, parce que j'ai quand même envie de me faire plaisir, mais il n'y a pas de... Voilà, ce sera pas aussi bien préparé que l'objectif suprême, majeur, le 100 miles of Istria, 100 miles, voilà, ça c'est pas un truc de PD. C'est particulièrement long, et en plus, je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de le faire en rando, donc ça va chier. Comme on dit, amis patriotes, certains ne le savent pas encore, hein, ils sont venus là parce qu'ils ont vu de la lumière, mais ce 100 miles, vous allez le vivre pleinement avec moi. Pourquoi ? Parce que je vais vous obliger à prendre le départ. Non, je plaisante. Parce que je vais faire le petit J-30. Et oui, le J-30 d'avant l'UTMB, on est des foufous, on va le refaire pour le Vulcain. Oh putain, pendant 30 jours, je vais devoir vous raconter des trucs. J-30, ouais. J'ai déjà commencé à planifier un peu de quoi je vais parler. Rien de fantastique, hein, mais tu vois, déjà, rien que l'aspect nutrition pendant 100 miles, il y en a pour un petit moment. Voilà, quoi. Voilà, les derniers jours d'affûtage. Le dernier bloc. Il va passer dedans aussi. Voilà, on va être bien. Ça sera retrouvé sur Patreon, everyday, tous les jours. Quelques nouvelles, ouais, sur mon site web. Alors, c'est vrai que vous l'avez vu à l'introduction de ce podcast. Oui, ça fait 8 minutes que je parle et qu'on n'a pas démarré le podcast, mais c'est pas grave. Vous aimez ce petit côté route, ce petit côté un peu terreux, tu vois. On lève une dalle, on sait pas trop ce qu'il y a dessous. Oh putain, un gros ver de terre. Voilà. Ce petit côté homemade, comme quand vous le tapiez sur la barre de recherche des sites porno quand vous étiez plus jeune, ou peut-être encore maintenant. Voilà, ce petit côté fait maison, là. Vous n'avez pas entendu de pub pour Koro ou d'autres saloperies à base de beurre de cacahuète, qui, je le rappelle, est quand même très très riche en oméga 6, et vu que globalement votre alimentation est riche en oméga 6, vous contribuez
via l'ingurgitation de ce beurre de cacahuète, vous contribuez à déséquilibrer encore plus votre balance oméga 3, oméga 6 et donc vous créez encore plus d'inflammation dans votre corps et donc à long terme vous perdez cette bonne santé que votre maman vous a donnée quand elle vous a mis au monde et qu'elle vous a élevé. Voilà, c'est dommage, mais bon, apparemment certains aiment ce petit beurre de cacahuète. C'est vrai qu'il est pas cher. Il est pas cher parce que c'est de la merde, donc forcément on a envie de vous le vendre parce que la marge est un peu plus grande que sur des produits de haute qualité, mais nous nous arrêterons là, on n'est pas en train de dézinguer le beurre de cacahuète, non, bien sûr que non. C'est ce produit qui est très bon, nous dit-on. Bah oui, mais moi aussi, quand je vais au resto et que je commande, je sais pas, un énorme plat de pâtes en sauce, bah ouais, c'est bon. Une pizza, ouais, c'est bon. Une glace au chocolat avec de la chantilly, ah bah ouais, c'est bon, hein, ah ouais. Oh putain, ouais, c'est bon. Ouais. Oh, ça y est, ils m'ont énervé. Alors, sur mon site web, justement, pas mal de petites choses en vente, mais des choses intéressantes. Voilà, vous ne trouverez pas du beurre de cacahuète en promo. Et vous n'avez aucun annonceur qui, bien sûr, va venir me sponsoriser puisque je les terrifie. Donc, je fais tout seul. Et sur mon site internet, vous avez la boutique que j'ai appelée, parce que je suis très inventif, l'armurerie. Voilà. Dedans, quand vous cliquez, c'est facile. Vous avez des petits dessins qui sont faits. Ils ont été faits par qui ? Ils m'ont coûté la peau du cul. Alors vous allez les regarder, ces dessins. Ils ont été faits par Flo Why Not, qui est un trailer, qui est dessinateur également. L'onglet T-shirt, l'onglet couvre-chef pour les casquettes, les bonnets. Contenu, ça c'est les films que John Rimbaud a produit avec moi, qui était mon étudiant cinéaste et qui aujourd'hui n'est plus étudiant, il est même chez NAC pour leur faire leur contenu vidéo et voilà, il se régale aujourd'hui, donc je suis content de l'avoir accompagné, puis je le rembauche tantôt, comme pour la vidéo du Week-end Patriote. Les chaussettes, bien sûr avec la chaussette de France, là aussi c'est l'occasion d'essayer à moindre coût, puisque je rogne sur absolument toutes les marges, à moindre coût, un produit made in France, voilà, qui est tricoté dans la ville de Troyes, alors, qui n'est pas trop connu pour son tourisme, mais au moins c'est en France. Et accessoires, putain, qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans ? Ah oui, les patchs. Les patchs à tisser qui sont brodés par une petite couturière du sud de la France. Voilà, Françoise Garelli, merci à elle pour ce travail. Voilà, les t-shirts, les bonnets, c'est du Brobex. Ça veut dire que l'énorme usine, elle est en Pologne, elle n'est pas au fin fond de l'Arabie Saoudite. Et voilà, c'est forcément, du coup, on a un tarif un peu plus élevé. Surtout que je les ai fait floquer avec, regardez, quand je clique sur le t-shirt Soldat du Duc, l'image prend la moitié de mon ventre. Évidemment, j'ai pas pu me retenir de mettre un énorme drapeau de la Savoie dans le dos. Et tout ça, en fait, ça triple ou ça quadruple les frais de flocage. Ce qui explique... Voilà, je remercie, j'ai perdu son nom, le floqueur est en Ardèche. Voilà, tout ce petit monde qui a travaillé, que j'ai rémunéré. Et si vous voulez soutenir à la fois ce podcast, pour me permettre de raconter toujours plus de conneries, puisque depuis janvier 2018, j'ai quand même réussi à ne jamais passer par la case prison, ce qui est tout de même relativement étonnant, eh bien vous pouvez aller découvrir cette boutique, puisque vous allez me donner de l'argent, mais en échange, vous aurez un top produit, comme dirait Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste préféré, qui propose, c'est un nutritionniste qui propose des vidéos où il vous explique comment choisir le meilleur aliment quand vous allez à McDo. Remettez un peu en arrière et réécoutez la phrase, vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Rigolez pas, il y a des milliers de vues, les gens sont contents de choisir le burger le moins néfaste pour leur santé à McDo. Oh putain. Oh là là. Allez, vous aviez pensé que j'avais fini l'introduction et qu'on allait répondre à la question du jour, mais pas du tout. En fait, j'allais enregistrer ce podcast et d'un coup, je suis tombé sur un truc qui m'a énervé. Je suis tombé sur... donc vous le savez peut-être parce que j'ai déjà dégrossi un peu le sujet. Il y a une association pro-trail runner machin là, avec Kylian Jornet en tête de gondole, qui a eu la bonne idée de réfléchir pour que le trail soit de moins en moins polluant. Ce qui est une très très bonne idée. Mais ça part un peu dans tous les sens, alors c'est normal,
c'est des gens qui ont plutôt l'habitude de faire du sport toute la journée. C'est pas trop des entrepreneurs, hormis Kylian Jornet qui fait beaucoup de choses dans sa vie. Donc ce garçon est quand même très inspirant, même si bien sûr comme nous tous il a quelques biais. Globalement tout ce qu'il fait 90% du temps ça pète sa mère. Et donc l'idée de départ était bonne, et là j'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand même. Alors c'est parce que je suis quelqu'un de taquin, mais donc dernier post, moi, je vous invite à les suivre sur Instagram, parce que ça va quand même globalement dans le bon sens. Mais donc les trailers pro, alors j'ai un petit peu de mal avec ce truc de trailer pro, parce qu'en fait il y en a quand même pas tant que ça, des trailers qui sont vraiment pro. La plupart vivent aussi d'un mi-temps ou de subventions un peu bizarres qu'ils ont attrapées à droite à gauche, mais c'est pas vraiment du professionnalisme au sens où on l'entend, par exemple pour un cycliste qui va devoir rendre des comptes à 3 entraîneurs différents et à un médecin, donc à quasiment 5 personnes, puisqu'il y a aussi le manager de l'équipe, sur son état de forme semaine après semaine. Bon, le trailer pro, franchement, il fait 2-3 photos aux Canaries et puis ça passe, quoi. Donc voilà. Et là, il nous disait, voilà, le trail running, sport pratiqué dans la nature, oui, tout à fait. Et leur association professionnelle s'engage à agir et à prôner un comportement responsable pour tous les acteurs. Alors, c'est très bien. C'est très bien. Là, jusque-là, c'est génial. Nous voulons tous pratiquer le trail de manière durable. Et je pense que personne ne lèvera la main pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et donc, un groupe de travail va donner une éducation environnementale aux sportifs professionnels. Alors, il y a Kylian. Ça, c'est une bonne idée parce que je pense qu'il a souvent été partagé entre est-ce que je me rends sur place ou est-ce que j'y vais pas à cette course. Pascal Elie, il donnait un petit peu moins de leçons quand il allait à Captone en 2021, mais pourquoi pas. Et Fred Tranchant qui se déplace assez peu. L'an passé, il y a quand même eu une manche des Golden Trail Series en Norvège. Voilà, j'imagine qu'il n'y est pas allé à la nage. Les mondiaux en Thaïlande, voilà, c'est pareil. Donc là, on est déjà à 2 vols. On va pas trop regarder la suite. Et dans ce groupe de travail, alors là c'est fantastique, je suis un petit peu tombé de ma chaise, j'ai vu Pau Capel. Voilà, donc il va nous donner des leçons sur l'écologie. Je les attends avec impatience. Parce que Pau, alors moi je l'aime beaucoup, parce que c'est un athlète que je trouve inspirant. C'est quelqu'un qui est généreux dans l'effort. Le mec va forcer. C'est un bourrin. Ça lui joue des tours parfois, c'est pour ça qu'on aimerait qu'il se préserve un petit peu, parce que quand on le voit abandonner l'an dernier à l'UTMB, on est forcément triste pour lui. Mais pour ce qui est des conseils environnementaux, je pense que je n'en ai pas à recevoir de sa part, puisque tout de même l'an dernier, alors il s'est calmé forcément avec le Covid en 2020-2021, mais l'an dernier, on avait un voyage aux Canaries, voilà. Vous allez me dire, Hugo, tu y allais aussi. Bah oui, c'est vrai. Mais c'était mon seul voyage. Parce que l'ami Pau, après les Canaries, il a éprouvé le besoin, un mois plus tard, donc il a fait 126 km et 6000 mètres de dénivelé, et un mois plus tard, il a éprouvé le besoin absolument irrépressible d'aller courir la Patagonia Run, qui est un 100 miles en Argentine. Donc, cette course n'a aucun... Ah si, elle était peut-être au calendrier Spartan. Bref. Il gagne devant qui? Attends, il n'y a personne là-bas. Ouais, devant Sergio Pereira. Putain, mais ils finissent ensemble. Et John Barrera, le Colombien. Ouais, bon. Ok. Course en Argentine, un mois après les Canaries. Ensuite, il se rend au Lavaredo. Habitant à Barcelone. Oui, peut-être qu'il y allait en voiture. Comme je vais le faire pour aller à Istria, par exemple. Et puis après, on a au milieu de l'été une course en Turquie qui n'appartient, pareil, à aucun circuit. Donc il n'y a pas vraiment... C'est pas les Golden Trail Series, c'est pas les UTMB World Series, c'est pas le Spartan Championship, je sais plus quoi, là. Donc, voilà. Uludag Premium Ultra Trail 2022, 66 km et 4800 mètres de dénivelé. Le 23 juillet, pourquoi il n'y avait pas de course en France, en Espagne, dans les trucs un peu moins loin? Quel était ce besoin d'aller en Turquie après être allé en Argentine et sur les Canaries en début d'année? Voilà, je ne sais pas. Voilà, après il y a l'UTMB, voilà, on ne sait pas trop comment il est venu. Bon. Donc on est quand même à minimum 3 voyages dans l'année. Et cette personne va nous expliquer comment moins consommer.
moi je trouve ça gênant en fait, parce qu'il n'y a pas l'exemplarité. Donc si vous me suivez, vous le savez, j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup parce que j'y ai pas vécu, hein, l'époque du Moyen-Âge, puisque quand même globalement il y avait à peine 3% de la population qui vivait convenablement, le reste c'était l'horreur du matin au soir. Mais voilà, ça me fait rigoler un peu les trucs épiques. Et dans ces temps-là, qu'est-ce qui se passait en fait quand vous aviez un roi, un chef, pourquoi vous le respectiez? Parce que c'était le plus exemplaire, c'était le meilleur. Et aujourd'hui, alors on pourrait taper sur le gouvernement français, mais bon, c'est quand même très facile, alors je vais pas m'abaisser à ça. Mais globalement, nos dirigeants, en termes d'exemplarité, c'est laborieux. Quand vous yotez un peu Twitter, vous comprenez rapidement que plus de 50% de nos ministres ont des petits problèmes avec la justice, hein, c'est quand même embêtant, sur plein de points de vue. Voilà, donc ils sont pas exemplaires. Mais ils nous donnent des leçons, du matin au soir. Voilà, on se demande bien pourquoi. Et notre ami Pao, bah, c'est pareil, ça part à droite à gauche, dans tous les sens, ça voyage pour des raisons un petit peu occultes, et on vient nous dire, on vient nous faire la morale à nous qui prévoyons peut-être 0 ou 1 voyage dans l'année, parce que c'est les vacances avec les gosses, tout ça. Donc, je pense par exemple à mon ami Christophe Nonorgue qui est allé à La Réunion. Alors si vous entendez ça, vous dites putain l'enfoiré, il est parti à La Réunion, il a pris l'avion, il a pollué. Oui, mais il y allait avec sa famille, il est resté 3 mois, c'était un épisode de vie, etc. Puis le reste du temps, en fait, il est resté chez lui à Neuchâtel. Et puis, vu qu'il travaille pas loin de chez lui, il fait quasiment aucun déplacement à l'année, il s'entraîne toujours autour de chez lui, etc. Donc voilà. Et quand les mecs ils commencent à faire 5-6 camps d'entraînement dans l'année qui servent à rien, hein, puisque quand vous habitez en Espagne ou au sud de la France, vous pouvez vous entraîner dans des conditions correctes toute l'année. Hein, donc allez pas me faire croire que c'est capital d'aller trottiner au Kenya. Ah oui, c'est marrant d'ailleurs, ces athlètes qui vont au Kenya, puis ils reviennent, ils ont une forme de ouf. La coïncidence, c'est quand même étrange. Mais c'est pas du tout parce que les contrôleurs antidopage ont du mal à accéder à ce pays. C'est évidemment une coïncidence. Ça n'a aucun rapport. Mais voilà, du coup, je trouvais ça un petit peu étonnant de sa part de venir faire des leçons. Alors moi, attention, je sens déjà que l'auditeur avisé va dire « Ouais, mais Hugo, tu critiques tous ceux qui voyagent. » Non, moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait, de le voir... même si je... Tu vois, me rendre en Argentine pour faire un 100 miles devant 3 Argentins et un Colombien, moi, j'en ai pas envie, mais bon, après, lui, il fait ce qu'il veut. C'est un homme libre, après tout. Voilà. Donc ça me dérange pas que le mec voyage et tout, puisque quand vous prenez des populations de pays développés, en fait, globalement, toute la population pollue de manière déraisonnable. Donc finalement, vous êtes un peu à bout de souffle quand vous voyez tout ça et vous avez envie de lâcher du lest. Par contre, que le mec vienne ensuite me juger et me dire « Ah ouais, mais vas-y, ceci, cela », moi, cette année, je pense que je vais céder aux sirènes du voyage de fin d'année, tu vois. C'est fin novembre, début décembre, c'est le seul moment de l'année où je peux m'absenter 2-3 semaines de chez moi. Tu le vois venir, gros comme une maison, la tentation d'aller visiter un pays est à son comble. Donc il est possible que je cède à ce caprice et que je prenne l'avion pour cette année 2023. Alors ce serait mon seul et unique vol, je trouve ça raisonnable, même s'il faudrait dans l'absolu ne pas le faire. Mais quand les mecs ils commencent à le prendre 3, 4, 5, 6, 10 fois et qu'on vient vous dire « Ouais, mais on va réfléchir à une manière plus écolo », je pense pas que ce soit le bon interlocuteur. Alors fort heureusement, Mathieu Blanchard ne fait pas partie de ce groupe de travail. Et c'est tout à son honneur, parce qu'il nous casse pas les pieds avec ça. Et au moins on peut se concentrer sur... ce qui fait que Mathieu est un athlète inspirant, c'est-à-dire un mental hors norme et une préparation physique exemplaire, puisque quand on le voit passer, on se demande s'il va pas bifurquer sur un combat de MMA plutôt que sur une course à pied. Alors d'ailleurs, il prépare le marathon, ça m'intéresse beaucoup, parce que avec son gabarit plutôt musculeux, j'ai vraiment hâte de voir quel chrono il peut faire. Je rappelle que Ludovic Pomeray a fait 2h31. Quand on voit sa qualité de foulée, on se dit qu'il a un sacré moteur. Enfin, ça, on n'en doutait pas. Et donc, voilà, on va voir si Mathieu se rapproche du chrono de Ludo. Alors,
moi j'ai envie de dire qu'il peut le battre. Voilà, ça va être intéressant. Bref, allez, l'épisode est terminé sur notre petit Pocapel qui va nous expliquer comment... il va nous demander de couper le wifi bientôt la nuit, tu sais, pour économiser 3 watts tous les 2 mois. Faudrait quand même leur faire des cours de maths pour raisonner en termes de pourcentage. Parce que les mecs, ils vont te dire ouais, nous on voyage moins ou on voyage plus, etc. Quand tu sais que tu prends toutes les émissions mondiales, les vols en avion, c'est... Faudrait vérifier le chiffre exact, mais c'est à peu près 4%. Mais c'est beaucoup, hein, parce qu'en fait tout le reste est disséminé en plein de parties, donc c'est pas mal, tu vois, 4%. Mais le problème, c'est que le contenu digital, donc ça peut être les mails que vous envoyez avec une pièce jointe, par exemple la photo de votre tub à votre maîtresse, ou des autres choses peut-être, hein, chacun fait ce qu'il veut. Tout le contenu digital, les vidéos que vous regardez, donc par exemple vous prenez votre téléphone portable et il y a de grandes chances que vous ayez l'application Instagram. Vous allez sur votre application Instagram, je suis en train de le faire en même temps, hein. Vous cliquez sur votre profil, là il y a les 3 petits points en haut à droite, ou enfin par là en tout cas, et vous avez votre activité, vous cliquez sur votre activité, et là attention, je vais vous le dire en même temps, temps passé, ouh putain merde, j'ai augmenté ma moyenne, tu vois, je suis passé à 50 minutes d'Instagram par jour, alors que j'étais à 30 minutes avant Noël, tu vois, c'est bizarre, faudra que je regarde pourquoi. Donc là, bah, du coup, si vous y passez du temps, bah, ça pollue énormément le contenu, etc. Et tout ce contenu digital représente... ça augmente chaque année, hein, donc là, on va quasiment atteindre les 12%. Donc finalement, il y a 3 fois plus de pollution via toutes les vidéos qu'on s'envoie, etc. etc. Donc voilà, l'avion, il faut un peu le recentrer, gentiment, évidemment. Il faut s'en passer le plus possible. Après, est-ce qu'on doit mettre sur le bûcher quelqu'un qui le prend ? Moi, je trouve que non. Voilà, donc pas trop de morale à faire aux gens. Essayons tout un chacun de faire le plus qu'on peut, mais voilà, quand on le prend à peu près 5 fois dans l'année, en aucun cas on vient faire la morale aux autres, quoi. Voilà, bah dis donc, ça nous fait quasiment une demi-heure d'introduction, on est bien là, on est très très bien. Alors, c'était quoi déjà la question ? Si je change de coach, ce serait pour qui ? Et pourquoi ? Alors Olivier, commençons déjà par le coaching, qui est avant tout une relation humaine. En relation humaine, voilà, c'est pas juste je paye quelqu'un, il m'envoie des plans d'entraînement, je les fais. Tant que je suis content, je continue à le payer, à faire les entraînements, etc. Et puis si un jour j'en ai marre, j'arrête de le payer, j'arrête de faire les entraînements, je retourne jouer au Lego, etc. Non, c'est pas ça du tout. Pour moi, en tout cas, c'est une vraie relation humaine. C'était le cas quand... depuis mes années de cadet en VTT avec Vincent Vaudot, qui était un excellent coach, et c'était le coach du club. Et donc, pour moi, le coach, un bon coach, c'est quelqu'un qui va quasiment avoir, en termes de poids, de pensée, il va avoir quasiment... il va être quasiment à l'égal de tes parents, par exemple. Puisque bah, dans toute ta jeunesse, tu écoutes tes parents, plus ou moins, en tout cas tu les écoutes, après tu fais ce qu'ils te disent ou pas, mais voilà, tu les écoutes, quand ils ont un avis sur les choses, si tout va bien dans ta famille, ben tu prends leurs paroles, pas comme évangile, mais voilà, ça compte pour toi. Et l'entraîneur, c'est pareil, quand il te freine un petit peu parce qu'il voit que ton état de forme se dégrade, tu l'écoutes et tu fais un peu de repos. Quand il te pousse à y aller parce qu'il voit que tu te reposes un peu sur tes lauriers, pareil, voilà. Quand il t'encourage sur les compétitions, ou ça peut être en amont, hein, bien sûr, si c'est à distance, voilà, c'est quelque chose qui... il y a une relation spéciale, c'est pas juste, voilà, je suis son client, non, il y a l'aspect humain. Déjà, il faut que votre coach, il vous inspire, il vous transcende, ou alors vous adhérez totalement à sa méthode d'entraînement. Enfin, faut qu'il y ait un truc un peu coup de cœur. Voilà, c'est pas comme votre copine, mais... enfin, quoique, des fois, il y a des couples qui se coachent. Mais voilà, il faut qu'il y ait un truc
un peu une dimension humaine. Donc, comment j'ai choisi, comment j'ai rencontré Patrick Bringer, qui est mon entraîneur, que je suis pas prêt de quitter, en tout cas pas dans les prochaines années. Donc, pour répondre à ta question, Olivier, non, je changerai pas de coach. Tout cela venait d'une discussion avec Nicolas Martin au printemps 2015. Je me souviens, j'étais en train de me caresser l'après-midi sur mon canapé dans ma colocation à Valence. Et Nicolas me faisait part, après sa sieste, de son entraînement difficile du jour. Puisque à l'époque, Nico, il livrait des sacs de farine de 4h du matin à midi à peu près. Alors un sac de farine, ça fait 25 kilos. Et si vous en portez qu'un seul, vous êtes sujet à tout un tas de colibets qu'on pourrait résumer comme étant des propos homophobes. Et du coup, souvent, vous portez 2 sacs. Donc 50 kilos. De 4h à 12h du matin, vous faites de la bagnole pour livrer les gens, etc. Enfin, du camion. Bref, un métier plutôt fatigant. Et donc Nico, une fois qu'il avait fini, tac, il rentrait chez lui, il mangeait, il faisait une petite sieste, et après il allait faire son entraînement, puis il se couchait relativement tôt le soir, parce que quand tu te lèves à 4h du matin, enfin même un peu avant, tu te couches tôt. Voilà, c'est facile. Et du coup, donc il narrait ses entraînements, et ça avait l'air très dur, ça avait l'air de beaucoup l'impacter, etc. Et ça m'a un petit peu excité, tu vois. Moi, à l'époque, j'étais coaché par Mathieu Bonan, on travaillait beaucoup sur la fraîcheur, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein. La preuve, j'ai eu de très bons résultats en fin d'année 2015, mais cet aspect guerrier m'avait séduit, cet aspect défi quotidien que subissait Nico avec Patrick Bringer m'avait séduit. Donc ça a fait tilt dans ma tête, et moi j'avais un désir de monter sur Ultra Trail que n'avait pas forcément Mathieu Bonan, donc je voyais difficilement comment on allait pouvoir continuer à cohabiter dans le futur, hein. Il faut savoir aussi se serrer la main et aller chacun dans sa direction après. D'ailleurs, je l'ai revu une fois ou deux, Mathieu, mais ça fait depuis l'épisode Covid que je ne l'ai pas revu, c'est bien dommage. Lui qui habite au pied du Mont Ventoux. Voilà, très belle région d'ailleurs. Et je suis allé voir Patrick pour me rendre compte un petit peu de qui était le personnage. Au milieu du mois d'août, dans son fief, vers le puits de Sancy, à côté de la ville du Mont-d'Or. Donc là, Patrick Bringer avait annoncé, je crois que c'est Nicolas qui m'en avait parlé, il avait annoncé faire 3-4 jours de bloc en vue des championnats de France de trail qui avaient lieu au Mont-d'Or, donc sur les trails du Sancy, fin septembre. Et donc, Nicolas me disait, bah écoute Hugo, si tu veux, tu peux y aller. Patrick, il accepte tout le monde, il s'en fout, faut juste pas être 40. Simplement, il faudra suivre le groupe. Alors, je dis, ouais, ok, pas de problème. J'arrive sur place le samedi, alors il faisait une météo un peu délicate, comme parfois en Auvergne, c'est un territoire rugueux. Et le dimanche, 5 heures de rando course, donc on fait les 35 km de la deuxième partie, avec un groupe tout à fait sympathique. Je me souviens qu'il y avait Eric Lomont, voilà, on fait les 5 heures de rando course. L'allure était vraiment très agréable, ni trop vite, ni pas assez. Et après 5 heures de trail, bah, on est tous un petit peu fatigués, hein, même si on est très très fort, voilà, c'est fatigant pour les pieds, les genoux, etc. Donc déjà une bonne journée, tu vois, le dimanche. Le lundi, 3h30 de rando course pour voir le début du parcours, là sur un rythme un petit peu plus lent, parce qu'il y avait François Poissonnier qui nous accompagnait, on était à plus de 70 ans, hein, pour François, donc bah forcément on adapte un peu, mais 3h30 pour faire les 24-25 km je crois, et un peu quasiment 1500 de dénivelé, bref. Donc ça c'était le matin, bonne petite rando course, et l'après-midi en fait il y avait un truc déjà un peu déstabilisant, c'est-à-dire qu'après tout ce volume, 8 heures en quasiment 24 heures, ah oui tiens ça fait beaucoup, il y avait l'après-midi 2 fois 15 fois 30-30. Et là je me souviens, j'ai fait l'exercice avec 2 personnes, Jonathan Terry qui avait à peu près mon niveau, donc on s'est fighté la gueule ensemble, et Julien Leclinge qui était un petit peu en dessous de nous, mais qui bien sûr a réalisé l'exercice sans omettre une seule répétition. Et là, j'ai senti que quand même c'était beaucoup, tu vois, tout ce sport, toute cette course à pied. Là, on était à 10 heures en l'espace de même pas 48 heures. Ça commençait à me calmer. Et le mardi matin, là, j'ai vraiment été calmé parce qu'il y avait 5 fois 10 minutes au seuil dans le puits de la Tâche. Alors ça, c'est la séance clé.
Là en plus il y avait quelques autres personnes qui se sont jointes au groupe, donc c'était vraiment très très difficile. Par exemple les frères Medec, voilà, bon ça allait vite. En plus vu que j'étais un peu con à l'époque, j'ai voulu faire les 2 premières absolument derrière Patrick. Évidemment les 3 autres j'étais complètement éclaté après. Et parce que Patrick a été le champion de France, tu vois, cette année-là. Et le mercredi, alors là c'est ce qui m'a peut-être choqué le plus, donc l'après-midi il y avait une petite rando le mardi. Le mercredi matin, on part pour faire 4 heures. Voilà, je me dis, on va faire 4 heures de 9h à 13h. Non, le rendez-vous était à 5h30 au col de... Ah putain, c'est quoi déjà ? Ah, je sais plus. Ah, j'ai bouffé le nom. Bon, le col classique, là où il y a le buron du... Ah, la Croix-Morand. Ouais, le départ était à 6h du matin, du coup. Mais 6h du matin, c'est le départ, en fait. Si vous vous garez en voiture à 5h59, vous avez aucune chance de partir avec le groupe. Parce qu'à 6h00, le groupe part. Et là, moi, je comprenais pas trop. On est l'été, on peut courir tranquille en se réveillant après avoir mangé un bon petit-déj à 9h. Et là, il fallait absolument se lever tôt, rogner sur son sommeil et mettre la frontale. Ce qui n'était pas nécessaire, puisqu'on avait toute la journée devant nous. En plus, je crois que c'était le 15 août, donc personne bossait. Enfin bref. Bon, je trouve ça un peu étrange, un peu dur. Et du coup, à 10h, on était rentrés. On s'est serré la main, on a mangé une petite barre, un petit truc comme ça, là. L'exercice était dur, puisqu'on faisait 2 fois la descente de Chaux-de-Four, qui dure à peu près une douzaine de minutes, et 2 fois la remontée au Puy de Sancy, qui durait 35-40 minutes. Donc on faisait 2 tours comme ça. Et après, on est rentré par les crêtes à la Croix-Morand, tempo. Donc là, on a perdu Kylian Medec, qui a fait une fringale. Et en fait, il était juste derrière le groupe, et plus il se rapprochait du groupe, plus Patrick accélérait pour le faire sauter. Alors j'ai trouvé ce sadisme tout à fait séduisant, et je me suis dit, c'est autre chose que simplement de l'entraînement. En fait, il y a une autre dimension, quoi. Moi, j'ai été bluffé, tu vois. Je suis tombé amoureux du truc. La philosophie, la violence, mais sans la bêtise. Puisque derrière, il était acté que nous allions... Enfin, moi, je n'étais pas entraîné par lui, donc je faisais ce que je voulais, mais il était acté qu'on allait faire plusieurs jours de repos. Je crois que j'en avais fait 2 ou 3 pour bien digérer ça. Donc voilà. Et là, il y a eu le coup de cœur. Donc, on finit 2015, et c'est en démarrant 2016 que Patrick m'entraîne. L'objectif, il est clair, c'est « Salut Patrick, je veux faire l'UTMB ». Et lui, il me répond, ouais, ok, mais pour l'instant, ton meilleur trail, c'est un 60 bornes, enfin, sauf en 2014, quand t'as fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, on va faire par étapes, et cette année, tu vas faire la CCC. Alors, finalement, je pouvais pas faire la CCC, parce que la course, c'est le vendredi, et j'avais mon meilleur ami qui se mariait. Donc, j'ai fait la TDS, puisque c'était le mercredi, comme ça, après, je pouvais aller au mariage. Et puis, il y avait les trucs à l'église, le jeudi et tout. Là, j'étais bien le jeudi en mocassin dans l'église. Et ensuite... Ouais, donc il y a eu la Maxi Rex, la TDS, qui s'est très très bien passée. Donc après avoir subi un peu l'entraînement toute la période de 2016, au début j'étais pas tout à fait sûr qu'il soit bon pour entraîner quelqu'un sur ultra. J'avais d'énormes doutes parce que l'été j'étais très fatigué. Et en fait on a surcompensé juste avant la TDS, et ce jour-là j'étais hors norme. Tiens, pour en revenir à Pau Capel, c'est ce jour-là que j'ai côtoyé un peu la bête, puisqu'on a fait 2h30 ensemble, de Courmayeur au sommet du col Chavannes. Et c'est après que Pao a accéléré dans la descente du col Chavannes pour se rendre au col du Petit Saint-Bernard. Et à l'arrivée, je crois que j'avais une bonne heure de retard, même si j'étais encore 2e derrière lui au Cormet de Roseland. On m'avait déjà annoncé 19 minutes à ce moment-là. Donc voilà, il m'a mis 1 heure sur la ligne d'arrivée. Et c'est aussi ce jour-là, de fait de l'exemplarité, de voir la force du concurrent espagnol, que je suis tombé fan de... un petit peu comme... Tu vois, je parlais de la musculature de Mathieu Blanchard. Pau Capel, c'est pareil. C'est quelqu'un de trapu, de solide. Voilà, quand ça descend, le quadriceps absorbe le dénivelé. C'est beau à voir. On ne peut qu'apprécier le geste, on ne peut qu'apprécier l'homme. L'envie, la niaque qu'il y met, quoi. Bref. Se déroule l'année 2017. Et là, patatras, c'est un peu le merdier parce que j'ai ma nouvelle activité professionnelle. Donc je quitte mon travail d'ingénieur pour être speaker sur des événements sportifs, ce qui est quand même un petit peu audacieux. Surtout, je pars de rien, donc je mets plus ou moins 6 mois à avoir des contrats stables.
Et pendant ce temps-là, évidemment, je fais du sport un peu n'importe comment. Avec Patrick, on se cadre difficilement puisque je dis oui à tout. Donc, je tends vers le surentraînement. Alors, je commence avec une infection bactérienne en début d'année qui m'emmerde pendant 1 mois et demi. Après, je me remets au sport. Puis finalement, un peu trop. Donc, je suis surentraîné pour les Girls Ultra Trail. Et puis finalement, après, dans l'été, il y a la grand-mère malade, finalement son tragique décès. Donc bon, voilà, tout le contexte voilà, un peu spirituel du cerveau est pas un peu en couille. Physiquement, ça va, mais il y a ça qui trotte. Et en fin d'année, bah écoute, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a une chute bête au Grand Raid de la Réunion, parce que visiblement, baliser un parcours, c'était pas dans leur corde à l'époque. Et c'est un petit peu le cas encore. Et fracture de la rotule. Voilà, merci. Très content d'être venu. Putain, j'ai soif. Évidemment, je ne couperai pas ça au montage, puisqu'il n'y a pas de montage. Donc 2017, année un peu de merde. Il faut le dire, il faut l'avouer, il faut dire les choses. Les Français veulent savoir. 2018... Qu'est-ce qu'on fait en 2018 ? Putain, on fait de la merde encore. Je répare ma rotule, ça c'est un peu long. 4 mois sans courir, 6 mois sans faire le premier fractionné. Donc forcément, la première course elle est un peu merdique. La Varedo Ultra Trail, pas terrible. Derrière ça, je me fais une entorse en faisant de la rando bêtement dans un chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'écarte pour laisser passer une dame en lui disant bonjour. Je mets le pied dans un trou. Je tombe de 30 cm et dans la surprise, je me fais une entorse et avec la violence du choc, 2 ligaments arrachés. Super, merci. Donc quand j'entends ça, je suis à 8 semaines de l'UTMB, le pied gros comme une patate, 2 ligaments arrachés. Après, vu que je suis un énorme bourrin, je suis allé chez l'ostéo, il m'a remis en place. J'ai dit, est-ce que je peux courir ? Il m'a dit, bah oui, mais là tu vas avoir mal. Parce qu'il y a un arrachement osseux aussi, c'est pour ça que t'as mal. Et ton ligament il est arraché, il va mettre 6-7 mois à se reconstruire, à se rattacher correctement. Donc tu peux, mais en fait à n'importe quel moment où tu poses ton pied, ça peut se tordre. Donc une fois que le gars te dit ça, toi t'es là, tu dis putain ouais c'est quand même dangereux. Mais je l'ai fait, et j'ai fait l'UTMB. Alors c'était la découverte, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Ensuite je vais à Cape Town en fin d'année 2018. Tiens, avec l'avion d'ailleurs. Ah quel salopard. Ah oui, donc j'ai pris l'avion. C'est marrant, à l'époque j'en avais rien à foutre. Et en fait je me rends compte, j'ai pris l'avion une fois en 2017. Ah non, 2 fois en 2018 parce que je suis allé aux Canaries mais j'ai pas pu courir. Et 2 fois en 2019, j'étais gourmand quand même. C'est vrai qu'en 2019 je me posais pas trop la question de la pollution avec mes déplacements. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Et c'est pas si vieux que ça. C'était il y a 4 ans. Ah ouais, comme quoi. Comme quoi, et c'est bien, les mentalités évoluent, c'est vraiment super. Tout va dans le bon sens. Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot. Ah ouais, putain, j'en avais rien à foutre à l'époque. Ah oui, puis 2 fois en 2017 aussi. Ah oui, en gros, je me faisais un voyage en début d'année, un voyage à la fin. En plus, j'avais pas beaucoup d'argent, donc ça me faisait vraiment chier. Bon. Ok, bref, passons. 2019, là, c'est l'année où j'étais très fort physiquement. Ça y est, la fracture de la rotule, elle était derrière moi. En plus, ma compagne était sur Clermont-Ferrand, donc je pouvais visiter mon coach, on va dire, une fois toutes les 2 semaines. Et du coup, je faisais beaucoup d'entraînement avec lui. Il y avait une saine émulation. On a tous les deux préparé le 90 km du Mont Blanc ensemble. À la fin, je le battais même sur les séances, donc c'était vraiment génial parce qu'on se tirait vers le haut tous les deux. Là, j'ai vécu, je pense, physiquement ma meilleure année. Le problème, c'est que j'étais peut-être pas prêt à accepter les concessions de l'ultra qui sont partir doucement, bien gérer la nourriture, l'eau, etc. Et du coup, j'ai fait d'énormes conneries en course qui font que la Trans-Gran Canaria, je suis parti beaucoup trop vite. Du coup, j'ai fini à la ramasse. Bon, je fais quand même 11e. Le 90 km du Mont Blanc, je pars devant, forcément j'explose et j'oublie de boire et je finis dans un ravin. L'UTMB, c'est un peu pareil, j'ai pas trop fait attention aux conditions météo en début de course, donc j'ai pris un coup de chaud. Vous allez me dire, putain mais Hugo, t'es vraiment un débile.
Bah oui, mais c'est pas évident. En fait, si tu veux, en 2019, j'avais un potentiel physique qui était énorme. Parce que quand même, quand vous sortez Patrick sur des séances de navette de 4 heures chez lui dans son jardin, c'est que vous êtes costaud. Je pense que là, je commence à atteindre le niveau physique que j'avais en 2019. Mais vraiment, en avril, mai, juin, j'étais arrivé à quelque chose d'exceptionnel. Et patatras. Et ça s'est vu à Captone, où je fais 4ème, juste derrière mon ami Nicolas Martin, juste derrière François Den, et puis le vainqueur Cody Reed. Et donc, à l'issue de cette année 2019, je me dis, ça y est, ce que j'avais vu en 2016 avec Patrick, c'est-à-dire qu'il était très très bon pour me préparer un ultra, ça y est, je l'ai vécu là, parce que la Transgran Canaria, je suis arrivé en forme, après j'ai fait de la merde, mais ça me regarde. 90 du Mont Blanc aussi, UTMB, bon peut-être pas, mais dur à dire. Et Captone, je suis arrivé en forme, et voilà, j'ai encore réussi, voilà. Donc je me dis, 2020, on va casser la baraque. Et effectivement, début 2020, je passe des blocs d'entraînement pour me rendre au Madère Ultra Trail, le Mute. Et par exemple, une semaine, donc j'ai fait des entraînements toute la semaine, donc ça m'a fatigué, etc. Puis un jour, j'ai fait 7 ou 8 heures de trail, je sais plus. Non, 10 heures de trail, ouais. 10 heures de trail, 72 km et 5500 mètres de dénivelé positif, je crois, à peu près. Il pleuvait, il neigeait, il faisait 4 degrés, il faisait très très froid. Et le lendemain, je fais un semi-marathon, je mets 1h17. Voilà. Ça calme. Hein. Ça, tu vois, je devrais le mettre en extrait du podcast. Tu sais, maintenant, ils font ça, les mecs qui créent des podcasts. Alors, les mecs qui créent des podcasts, c'est des gens qui n'étaient pas là quand moi, j'étais là en janvier 2018. Mais maintenant, ils font des trucs un peu market comme ça. Donc, tu mets les extraits au début du podcast pour faire saliver un peu l'auditoire et après, le podcast se lance. Il y en a même, pour faire augmenter de manière artificielle leur nombre d'écoutes, ils mettent l'extrait le lundi. Donc toi, comme un abruti, tu vas écouter l'extrait. Le mercredi, ils mettent la partie 1. Donc toi, vu que t'es un peu une vache à lait, tu vas réécouter la partie 1. Donc tu en seras à 2 écoutes. Et le vendredi, il va mettre la partie 2. Et du coup, un épisode, il va le scinder en 3. Et vu que toi, tu vas écouter l'extrait, la partie 1 et la partie 2, en réalisant uniquement un seul épisode, la personne va afficher un taux d'écoute, une audience 3 fois plus élevée. Ce qui en fait est faux. c'est faire mentir les chiffres de manière artificielle. Et puis comme ça, on peut montrer des jolis chiffres aux sponsors pour qu'ensuite on vous dise que le beurre de cacahuète c'est quand même vachement bon. Alors évidemment, ces gens-là ne vous montreront jamais de prise de sang. Là, je vais en faire une, elle va me coûter 350 €. Et dedans, on va voir si Hugo Ferrari il a une bonne balance équilibrée entre les oméga 3 et les oméga 6. Bon, on va voir aussi d'autres choses, parce que ça coûte 80 balles le statut en acide gras. Mais voilà. À un moment donné, remettons un peu de chiffres derrière le chamanisme ambiant. J'en étais où ? Moi, j'en étais au Covid. Alors, le Covid, ça a été un problème parce que j'ai été très en forme, Covidé et tout, donc j'ai vraiment voulu me venger. C'est à ce moment-là aussi où j'ai décidé que le gouvernement français était une ribambelle d'imbéciles. Non, parce que quand même, quand on se remémore un peu ce qu'on a vécu, tu sais, quand il fallait t'autoriser toi-même de sortir de chez toi alors que tu vivais en montagne, et qu'il y avait le PGHM qui regardait depuis son hélico que t'ailles pas faire un footing d'1h15 mais bien d'1 heure. Là, en fait, à ce moment-là, moi, j'avais envie de jeter des bombes nucléaires sur tous les pays civilisés, tu vois, pour faire une purge, en fait. Voilà, pour purger. Je fais, tiens, je vais faire un reset. Je vais faire un reset de l'humanité, comme ça. Donc ça m'avait beaucoup agacé. Et du coup, je faisais, évidemment, je faisais 3-4 heures de sport par jour. J'en avais rien à branler. Les 3 premières semaines, j'étais à plus de 30 heures. Il y a un jour, j'ai pris une amende. J'en avais rien à cirer. Et du coup, qu'est-ce qui s'est arrivé ? Je me suis cramé la gueule. Et un jour, je me suis fait une entorse. Et pareil, assez grave. Je me suis arraché un ligament. Alors, c'était rigolo parce que du coup, j'avais un peu honte. Et je voulais pas appeler le cabinet médical pour faire une échographie. Je me suis dit, putain, Hugo, t'es un connard. T'as fait du sport toute la journée. Maintenant, tu t'es blessé et tu vas solliciter le personnel médical qui est déjà sur le pont à cause du Covid. Puis je dis, bon, quand même, faut que je fasse une échographie. Et j'appelle, alors, en m'excusant au téléphone, je m'excuse au moins 3 fois d'appeler pour demander une échographie de la cheville. Et là, la personne, c'était le mardi matin, un truc comme ça. La personne, la secrétaire au bout du fil, me dit
est-ce que vous êtes disponible cet après-midi parce que on a personne entre 14h et 17h. Et j'ai appelé un cabinet d'imagerie médicale de Chambéry que je vais régulièrement consulter. Tu vois, peut-être une fois tous les 2 ans quand je me fais un petit bobo depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait 10 ans que j'y vais. Voilà, je suis peut-être allé 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, il y avait à peu près 2 semaines d'attente. Voilà, on va dire, des fois, il y avait un peu moins, 1 semaine et demie. Et puis, ouais, bon, souvent, il y a un peu 2 semaines d'attente. Et là, la dame me dit, ouais, qu'est-ce que vous faites cet après-midi, en fait ? Tellement ils avaient rien à branler. Donc, l'excuse, il faut pas faire de sport pour pas engorger l'hôpital. Ouais, l'hôpital public. Ouais, je suis d'accord. Les cliniques privées... ça se tournait quand même sacrément les pouces. Ah, il y avait aussi cet épisode lunaire. J'écoutais RMC, alors je me faisais chier. Hein. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de Patreon, en fait. À l'époque, je n'étais vraiment que animateur sur des courses. Et vu qu'il n'y avait plus de courses, bah, Hugo, il faisait rien du matin au soir. Je me souviens, il y avait des matins, à 7h, j'étais réveillé. Je sortais de mon lit, je me mettais à table pour prendre mon petit déjeuner. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Tu vois, j'étais pas confiné avec ma copine, j'avais pas d'enfant, je faisais pas de télétravail, voilà. Alors après, c'est vrai que c'est un peu à ce moment-là que j'ai tout créé, ce que je fais depuis, le Patreon qui me prend à peu près 48 heures fictifs dans la semaine, donc un peu plus de 2 jours si on compte normalement. Voilà, ces activités un peu de e-commerce, etc. Tous les podcasts que j'enregistre pour nous, tout ça, tout ce que je fais maintenant à la maison. Mais avant, il n'y avait que animateur. Et c'est vrai que tout s'est mis un peu en place dans ma tête pendant cette période Covid. Mais, qu'est-ce que je racontais ? Ouais, bon. Ah oui, et donc j'écoutais RMC. Et là, je suis en freestyle hein, aujourd'hui. J'écoutais RMC. Et ils interviewaient je sais plus, c'était un chirurgien. Enfin, c'était un gars qui bossait dans une clinique privée. Donc nous, par exemple, à Aix-les-Bains, on a la clinique Herbert. Voilà, vraiment, si vous avez une opération à faire... Voilà, j'ai des amis qui ont fait l'opération de la clavicule là-bas. Putain, c'était vraiment super top. Bon, par contre, clinique privée, forcément, c'est un petit coup. Et donc, lui, bah, en fait, il était de garde un week-end. Et il disait à RMC... c'était pas radio complotisme, hein, c'était RMC. Et donc, il disait, bah, écoutez, c'est la première fois que j'ai pas d'appel. Il dit, d'habitude, il y a un appel tout le temps. De temps en temps, j'ai un petit trou de 5 minutes, voilà. Mais là, j'étais de garde ce week-end et j'ai pas eu d'appel. Alors le journaliste, tu vois, de RMC, il était un peu emmerdé, tu vois, il savait pas quoi dire parce que du coup ça allait un peu à contresens de la doxa, on va dire, mais voilà, c'était rigolo, voilà, petite anecdote. Donc ouais, donc on pouvait se tordre la cheville pendant le confinement. Du coup, en fait, cette année 2020, si tu veux, il y a eu cette frustration que tout le monde a vécue quand vous vous retrouvez enfermé chez vous, du coup vous en voulez à la terre entière. C'est peut-être pas rationnel, je suis d'accord avec vous, c'est pas rationnel, voilà. Mais du coup, j'étais agacé, j'ai fait énormément de sport, je me suis fait mal, enfin voilà. Donc, tout l'entraînement avec Patrick Bringer en 2020, c'était un peu n'importe quoi, parce que j'en faisais qu'à ma tête, il fallait que je compense cette énorme frustration. Voilà, ça peut être... Je mets ça en parallèle avec des gens qui parfois vont vivre un divorce, ça va les perturber sur le plan mental, et du coup, ils vont se mettre à faire du sport n'importe comment, dans des proportions déraisonnables. Quelqu'un qui perd un proche, qui va vriller psychologiquement, etc. etc. Bah, moi, c'était ça, en fait, si tu veux, on m'empêchait de pratiquer le sport, ça j'aime beaucoup, et en plus, on m'empêchait de faire des courses que j'avais planifiées cette année, etc., etc. Donc vraiment, j'étais dans une espèce de... J'étais en plein progrès depuis la fin 2018, donc vraiment, j'étais très, très frustré, et c'est pour ça qu'en 2020, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et en 2021, je me suis remis un peu dedans, et on a préparé un UTMB, j'avais été vraiment en forme avec ce stage à Tignes. Là, en 2021, j'ai commencé à être un peu plus professionnel avec Patrick, et ça s'est bien passé. Après, malheureusement, l'UTMB 2021, je suis parti vraiment trop vite parce que, en fait, j'avais retrouvé un peu la forme de 2019 et j'avais pas encore l'aspect pacing du début de course. Et en 2022, ce que j'ai modifié, c'est du coup, j'ai essayé de conserver l'état de forme que j'avais en 2021, ça s'est bien passé, et l'aspect pacing. Donc, Transgrands Canaria, je pars doucement, du coup, je réalise une belle course, je fais mon meilleur index UTMB de ces dernières années, en tout cas mon meilleur depuis Cape Town 2019, et à l'UTMB, je pars doucement en 2022, et effectivement, j'améliore d'1 heure mon chrono par rapport à 2021, et j'arrive à faire 23h34
ce qui est pas trop mal. Voilà, ça commence à être assez sportif, même si cette année, l'objectif sera de mettre 22h30. Et ce qui allait pas en 2022, c'est qu'avec Patrick, on a fait une erreur, mais ça encore, il faut le connaître, et il faut apprendre à se connaître chaque année. C'est-à-dire que Patrick m'avait envoyé faire... alors c'est moi qui lui avais demandé, le dernier survivant, les 2 épreuves, et on pensait que c'était simplement des navettes pendant 12 heures et que c'était pas très dur. Et en fait, c'était très difficile, c'était des courses à part entière, et du coup, caler 2 efforts en navette de 12 heures entre la Trans-Grand Canaria et le Trail du Saint-Jacques, c'était complètement débile. Mais on pouvait pas le savoir avant d'y aller, parce qu'on pensait tous les deux, donc c'est autant sa faute que la mienne, puisque, attention, quand vous êtes dans un état de forme pitoyable, est-ce que c'est la faute de votre coach, ou est-ce que c'est la vôtre, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Voilà, il faut bien réfléchir à ça, et il faut arrêter de se voir toujours plus beau que ce qu'on est. J'étais responsable. D'ailleurs, avant d'aller faire le dernier survivant en version valaisanne, au fin fond de moi-même, je savais qu'il fallait pas y aller. Et j'y suis allé. Et j'ai tout donné. Et au Saint-Jacques, c'était l'effort de trop, j'ai été mauvais. Bref. Voilà. Et du coup, en 2023, j'espère ne pas me tromper en vous disant que ça va être l'année du Duc, l'année du Gouffari, puisque avec Patrick, on a bien tout compris. C'est-à-dire que la programmation de l'année, elle est faite. Il y a 3 objectifs principaux. Tout le reste, on est plus ou moins en détente. Même si sur le trail du Vulcain, je vais quand même courir assez vite, mais voilà, je vais pas non plus viser un dépassement de soi extrême, parce qu'on est en train de se roder pour le 100 miles of Istria. Je vais faire des courses de préparation, je vais en faire 2 avant l'UTMB. Ça va être pour tester des stratégies alimentaires et cardiaques. Mais pareil, je vais finir plus ou moins loin par rapport au premier, parce que zob, je vais pas me dépasser. Voilà, donc la programmation de l'année, et là je vous encourage à écouter l'épisode du Non-Lieu Podcast saison 2 avec Patrick Bringer. Programmation de l'année, ça y est, on la maîtrise enfin pour 2023. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Au niveau de la forme, on fait similaire aux années passées, sauf que cet hiver, vu que je prépare un 100 miles plutôt roulant, on est allé faire du club d'athlétisme et on est allé faire de la musculation. Ça, c'est un aspect que Patrick ne maîtrisait pas forcément, et cette année, on a enfin osé se dire les choses, lui et moi. Et donc, je vais voir tous les mercredis matins un préparateur physique pas très très loin de chez moi pour qu'il me fasse travailler musculairement comme il le faut. Mathieu Sûr, qui a d'ailleurs sorti une application, donc l'application... moi, je l'utiliserai quand je serai cet été à Tignes, je pense, parce que du coup, je pourrais pas venir le voir. Qui fait travailler un peu différemment de ce qu'on fait, mais bon, bref, c'est quand même globalement pareil. Voilà. Et du coup, à travers tout ce que je t'ai dit là, Olivier, et les autres, vous avez compris que finalement, surtout, la relation avec l'entraîneur, elle est forcément très très longue. Parce que, regardez, moi, quand le gars a commencé à m'entraîner, j'étais en train de finir mes études, ce qui impliquait ensuite de démarrer à travailler en 2016. J'ai eu un changement de travail plutôt bouleversant en 2017, puisque j'ai pas simplement quitté ma boîte pour être embauché dans une autre, j'ai complètement revu toute ma manière de vivre en fait. Ensuite, j'ai eu toutes ces blessures en 2017, à un moment donné, ta vie elle part en couille, tu sais pas pourquoi. Bon, c'était 2017. Il y a eu l'épisode Covid, bon ça on est tous pareils. Et tu vois, en gros, tous les 1 an et demi, il y a eu un truc un peu problématique, un peu majeur avec Patrick. Et finalement, la stabilité, elle arrive depuis 2021. Et c'est depuis 2021 qu'on est en train de gommer les erreurs une par une. C'est pour ça que, je ne sais pas si c'est le podcast d'avant ou celui de juste avant encore, je disais que j'étais peut-être prêt à devenir professionnel aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, disons dans 1 an. Parce que ça y est, toutes les conneries de la vie, c'est-à-dire tout ce qui est déménagement, tout ce qui est concubinage, tout ce qui est relation avec la famille, etc. Tous les trucs un peu pénibles, un peu lourdingues, un peu, voilà, c'est, tu sais, la première fois que tu vis le décès d'un proche, la première fois que tu vis ton déménagement, la première fois que tu vis ton licenciement, la première fois que tu vis ton changement de travail, etc. La première fois que tu vis une très très grosse blessure, tout ça,
quand tu le vis la première fois, t'es perdu et tu fais n'importe quoi. C'est normal, c'est la première fois. C'est comme quand t'avais 16 ans et que t'as déglingué une fille dans une tente au camping. C'était la première fois et du coup, c'était pas terrible. Bon. Et ensuite, une fois que tu l'as vécu une fois, c'est toujours plus facile la deuxième fois que ça t'arrive. Alors évidemment, en fait, t'arrives à mettre les choses en place pour pas que ça arrive une deuxième fois, tu vois, une grosse blessure, etc. Mais je sais pas, demain, je vais peut-être aller faire un tour de vélo, je vais me faire renverser par une bagnole et je vais me casser le fémur. Et pendant 6 mois, Hugo Ferrari, il vous fera des lives YouTube sur les cyclistes qui se chargent et qui montent l'Alpe d'Huez en 25 minutes. Mais voilà, normalement, tous les gros soucis sont derrière moi et j'ai tout dépoussiéré. Et là, ça va activer, ça va aller dans le bon sens. Alors, du coup, maintenant que je t'ai expliqué ma relation avec Patrick et surtout pourquoi je pense qu'on a encore facilement 1, 2, voire 3 ans à passer ensemble pour atteindre le top niveau, je vais prendre ta question en supposant que je veuille changer de coach. Ce qui n'est pas le cas puisque... alors je vais te le dire, il y en a qui me tentent, mais je pense qu'on a encore un grand potentiel... je vais pas m'épancher là-dessus, mais on a pas mal de marge encore pour que je sois meilleur, puisque l'ultra-trail, il y a énormément de domaines à améliorer. Ça aussi qui est beau en ultra-trail. Et voilà, je ne quitterai pas Patrick avant de lui offrir mon plus bel exploit sur l'UTMB. Ça, c'est sûr et certain. Donc pourquoi changer, tu vois ? Imaginons 2023, 2030, 24. On est en 2025. Mon objectif, c'est de faire 20h30 à l'UTMB. J'y arrive pas parce que c'est trop dur, mais par rapport aux 21h30 que j'ai réussi à réaliser en 2024, j'ai fait 21h10. Donc j'ai amélioré un peu, mais ça coince. Et quand je me repasse les 3 dernières années avec Patrick, où ça m'a quasiment amené à un niveau de professionnel, je me dis, voilà, là je pense qu'on a plus grand chose à se dire et à améliorer. Et donc, admettons qu'à ce moment-là, je veuille changer d'entraîneur pour créer... un effet, tu vois, un effet de nouveauté, un effet de... En plus, on en sera à 10 ans de coaching. Un nouvel effet... Voilà, quelque chose de nouveau. Admettons, partons de cette hypothèse. Donc, dans tous les cas, moi, il me faut un personnage charismatique. Je ne peux pas écouter quelqu'un qui va tenir un discours sans que j'ai un profond respect pour lui, parce qu'il m'aura impressionné à travers ce qu'il a réalisé dans sa vie. En tant que sportif, en tant qu'entraîneur, tu vois, par exemple, je pense qu'il y connaît pas grand-chose à la course à pied, mais imaginons que je sois nageur, si Philippe Lucas m'entraîne, je ferme ma gueule, je le regarde et j'écoute, tu vois, parce que il est impressionnant. C'est un peu comme... vous vous promenez dans la rue, tout d'un coup il y a un type, il arrive, il vous met une grosse droite, vous avez envie de répondre, mais en fait quand vous le regardez, il fait 2 mètres et 90 kilos, vous fermez votre gueule et vous priez pour qu'il vous en mette pas une deuxième. Voilà, vous êtes impressionné. Vous avez envie d'écouter ce qu'il a à dire. En muscu, il y avait, parce que j'aime bien regarder les forums de muscu de temps en temps, même si là maintenant j'ai plus le temps de le faire, il y avait un adage, une maxime qui disait quand le culturiste quand une personne de 100 kilos parle, la personne de 50 kilos se tait et écoute. Bon, c'est très viriliste, voire machiste, donc pas du tout en accord avec la société woke de 2023, mais oui, voilà, tu écoutes le gros balèze et tu te tais. Voilà, donc moi, il me faut quelqu'un de charismatique. Alors, pas forcément un gros balèze, mais tu vois, un mec qui a énormément bossé. Alors, du coup, qui est-ce qui me vient à l'esprit comme ça ? Voilà, ou alors il me faut quelqu'un, tu sais, un Rottweiler, tu vois, un pitbull, un gars qui va pas te lâcher. Je pense à mon préparateur physique. Ce matin, on fait des exercices, et la semaine dernière, on avait fait une bonne séance, tu vois. Et ce matin, putain, on fait une séance encore plus dure. Et là, il m'a surpris, parce que je pensais qu'on allait faire un peu plus facile, vu que le trail de Vulcain est dans 11 jours. Et il me dit, ouais, non, mais c'est bon, c'est nerveux, ferme ta gueule, Hugo, fais ça. Et à un moment donné, on fait un exercice, donc c'était des fentes
des feintes arrière avec halter. Et en gros, on descendait pendant 4 secondes, donc excentrique. Une fois qu'on était en bas, on restait 3 secondes statique. Donc ça, c'est du stop and go. Et donc là, ta cuisse, elle se charge. Et après, tu remontes et tu recommences. Et tu fais ça 8 fois. Et après, tu fais l'autre côté. 8 fois. Bon, c'est très dur. Avec une kettlebell de 16 kilos. Et donc j'ai fini, je me retourne vers lui, je me repose. Et je fais, bon, on fait quoi maintenant ? Et il me dit, bah là, tu vas faire encore 2 tours. Je fais, ah ouais, putain. Et il me regarde. Et bon, il va pas s'énerver parce qu'on se connaît, on est amis, on va pas se taper dessus. Et il me dit bah ouais, c'est comme ça quoi. Et là, j'ai rigolé. Je lui fais ouais, d'accord, mais c'est beaucoup quand même. Et tu vois, ça y est, il avait gagné ma confiance, j'étais épaté, j'étais impressionné, donc voilà. Et après, il m'explique comment lui il fait quand la kettlebell elle fait 56 kilos et qu'elle est très très grosse, c'est difficile de la manier dans l'espace, voilà. Et ça, tu vois, moi j'écoute avec les yeux ouverts, je suis fasciné, tu vois. Alors que si le mec, il est face à moi, il fait 1m50 et 35 kilos, et qu'il me dit, ouais, faudra faire ceci, cela, tu vois, ça me fatigue, quoi. J'ai dit, ouais, bon, c'est quoi, t'as lu un livre, là tu veux m'épater, là, avec ton document PDF, là, qu'est-ce que tu... Non, parce que dans PDF, il y a PD, hein, donc calme-toi maintenant, hein, laisse-moi tranquille. Alors que quand, tu vois, Patrick Bringer, il t'entraîne, le mec, il est champion de France, quel âge il avait 40 ou 41 ans à l'époque. C'est le meilleur de sa génération, enfin c'est le meilleur tout court, il est champion de France. Le gars, il fait les mondiaux à la Maxi Race en 2015, il fait 3ème derrière Luis Alberto Hernando et Sylvain Court. Quand il te prépare pour la Maxi Race l'année d'après, à aucun moment tu remets sa parole en doute, parce que tu sais que le gars maîtrise. Voilà, ça j'aime bien. Il y a un peu d'empirisme, enfin il y a beaucoup d'empirisme. Avec Patrick, il n'y avait pas trop, il y a de plus en plus la science, ça c'est bien. Donc voilà, qu'est-ce qui m'intéresse également chez les coachs ? Véronique Billa. Alors vous allez me dire, putain, Véronique Billa, je pense que beaucoup de gens la méconnaissent. Et je vais pallier à cette méconnaissance. J'en dis pas plus. Mais Véronique Billa, en fait, c'est quelqu'un qui est très scolaire. Hein. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez Véronique Billa, vous regardez un peu tout ce qu'elle a fait dans sa vie, professeure, directrice de laboratoire, etc. Très chiffre, très scolaire, très carré. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, et ça, trop de gens l'oublient, est toujours allé vérifier ensuite sur le terrain. Et elle a fait des expériences qui sont très très intéressantes, mais encore une fois, j'en dis pas plus. Et du coup, Véronique, elle a cet aspect intéressant, puisque on va parler avec elle, et vous pouvez aller vérifier sur son site, la BIA Training, on va parler énormément avec elle d'entraînement à la sensation. Et en fait, au lieu d'être un chaman qui vous dit qu'il faut sans arrêt vous écouter, et puis à la fin, vous êtes quelqu'un d'obèse qui en branle pas une sur son canapé parce qu'il s'écoute, tu vois, moi, si je m'écoute, j'ai envie d'aller bouffer une pizza. Donc à un moment donné, il faut pas trop s'écouter non plus. Mais voilà, elle va dire il faut être à l'écoute de ses sensations, mais derrière, on a quand même les données, la data, pour coller à ce qui marche pour développer son potentiel physique. Donc c'est une alliance des deux. Et en fait, pourquoi on a envie de l'écouter ? Parce que, même si c'est pas elle qui a forcément 100% raison, puisque bon, avant de dire, moi, tous les humains, je sais comment il faut faire pour que ça fonctionne, là, hein, quand même, mais cette dame-là, ça fait une 40aine d'années qu'elle est sans arrêt en train de faire coller les données au terrain. Elle a rencontré un tas de sportifs inimaginables. Elle a vu à peu près toutes les méthodes qui existent. Et du coup, si elle me donne des consignes, je me dis que je vais bénéficier de la vulgarisation de 40 années de savoir. Et ça, je le respecte. Donc ça pourrait m'intéresser. En plus, je pense que c'est intéressant pour un homme de se faire coacher par une femme. Bon, ça après, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, mais j'aime beaucoup ce mélange, tu vois, quand on n'est pas seulement avec des personnes du même sexe, parce que bon, ça va pas faire plaisir à tous nos décérébrés qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Mais je pense que, tu vois, c'est très très bien pour des garçons d'adhérer parfois à des milieux féminins, groupes, etc. Tu vois, de mélanger un peu parce que
un sexe a beaucoup à apprendre de l'autre sexe. Pour tout un tas de raisons. Et chacun a ses avantages, enfin chacun a ses points forts et ses points faibles. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, parce que s'il est meilleur dans un domaine, il est moins bon dans un autre. Par exemple, la femme à la cuisine... Non, je déconne. je rigole. Donc Véronique Billa, pourquoi pas. Sébastien Cornette. Pourquoi Sébastien Cornette ? Parce qu'il est un petit peu comme moi. Il aime la punchline, tu vois. Il aime affirmer des choses alors que, il y a potentiellement des cas qui vont le mettre en défaut. Mais il y va. Il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Il est franc, il est brut de collier, il a été sportif de haut niveau avant, il a poussé tous les curseurs au max avant d'arrêter, enfin, plus ou moins arrêter, en tout cas de plus être sportif de haut niveau et de faire autre chose. Coach. Il entraîne, c'est un peu comme Patrick Bringer, il entraîne des gens qui sont pas très forts, voire même mauvais. Et il entraîne aussi des gens qui sont très très forts. Je pense par exemple à Diego Pazos, mais pas que. Et c'est un peu comme Véronique Billa, ce garçon. Quand vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Seb Cornette, ils disent ouais, c'est le mec qui te fait pas courir plus de 2 heures. Bon, alors en fait, il y a tout un tas de clichés qui lui collent à la peau, mais il n'y a pas. On ne s'arrête pas à ça. Il y a des exceptions. Donc il est très intéressant et il a un aspect un peu différent de Patrick. Donc Véronique, l'aspect un peu différent qu'elle a de Patrick, c'est que quand même si on parle beaucoup d'entraînement à la sensation, derrière il y a tout un background de données, de data, un accès au labo qui va être facilité pour des thèses, des trucs, des machins. C'est si j'ai envie de me pencher un peu plus sur le côté science, qui est très intéressant. Et du côté de Seb Cornette, là par contre on va complètement basculer sur un renforcement du corps dans sa globalité. Alors finalement c'est ce que je fais un peu avec Patrick, puisque moi c'est très simple. Je suis allé sur Nolio et j'ai mis que tous les mercredis matins je faisais 1h15 de préparation physique. Attention, pas un truc où on tire un peu sur un élastique, on fait 2 selfies devant la glace et puis ça y est, on rentre chez soi. Non, un truc, là je me bute. Là tout à l'heure, Mathieu il a été obligé de me dire non mais vas-y. À la fin il m'a même fait... Enfin, on avait fait un exo la semaine dernière et je l'avais trouvé quand même assez difficile. Et là, on a augmenté l'exo de 50%. Donc c'était très dur. Et voilà, donc il m'a démonté la gueule. Cet après-midi, je vais aller faire un 10 bornes sur route avec ma sœur qui se remet à la course à pied 3 mois et demi après son accouchement. Le rythme sera pépère, et ça va très très bien m'aller. Donc ouais, Seb Cornette, tu vois, je pourrais. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu ce personnage, saison numéro 1 des podcasts de Nolio, Seb était le 6e invité. Et puis le 3e qui me vient à l'idée, ça va être Nicolas Martin. Parce que c'est un peu une copie de Patrick Bringer, mais du coup, c'est une copie avec des petites différences. Et donc, j'aurais pas peur de sauter dans quelque chose de complètement différent parce que je sais que je vais retrouver des automatismes avec mon ami Nico. Donc Nico, c'est pas insulter Patrick que de dire que Nico est plus jeune que lui. C'est encore une fois des comparaisons de chiffres. Quand t'as 45 ans et qu'à côté il y a un mec qui a 35 ans, il y a 10 ans d'écart. Voilà, c'est des maths, c'est implacable. Donc il y a des choses un peu nouvelles que Nico peut-être regarde plus. Voilà, il y a des petites différences. Que si vous êtes entraîné par Patrick Bringer et que l'année d'après vous faites entraîner par Nicolas Martin, parce que tous les deux sauteront au sein de la même structure 2EP, c'est pas une copie. Encore une fois, il y a l'humain. Et ils ont beau avoir passé 12 ans ensemble, à s'être vus 3, 4, 5, 6 fois dans l'année, Patrick Bringer n'est pas le même humain que Nicolas Martin. Donc il y aura des petites spécificités. Je ne dirais pas que Nicolas Martin est quelqu'un de plus facile comme coach. Je pense que à certains moments, il est plus dur que Patrick sur la rigueur de certaines choses. Tu vois, Patrick, des fois, il te laisse un peu faire. Il regarde d'un œil, il corrige pas trop, il te laisse vivre ta vie. Et peut-être Nico, si tu lui dis que tu veux vraiment faire du haut niveau, je pense qu'il va plus aller vers la critique, te dire ouais, mais là, ça, tu l'as mal fait. Regarde, tu t'enfermes dans un biais cognitif, arrête de faire cette connerie-là et change un peu pour faire ceci, pour faire cela. Je pense que
il aura plus tendance à émettre des critiques négatives, enfin, pour faire du positif. Voilà, c'est ma pensée par rapport à lui. Et puis c'est vrai que géographiquement, Nico, il est à 1h10 de chez moi. Donc il y a moyen de se voir si on a envie de manière très simple. Pourquoi pas. Voilà pour les 3 coachs. Alors j'en aurais un 4e à citer, mais là vraiment de manière un peu plus exotique. Ce serait Guillaume Millet. Parce que Guillaume Millet, c'est un peu comme Véronique Bia, c'est quelqu'un qui est très universitaire, très, très science, c'est son boulot, c'est son boulot de publier des papiers scientifiques et d'écrire des livres, des trucs, c'est pas le e-book qu'on a écrit avec Nicolas Martin, où il y a un mélange de, pour vous mettre le pied à l'étrier en termes d'entraînement, un peu de blagues et tout, non. Lui, un peu plus science, un peu plus carré, Guillaume Millet, et je pense que pour préparer à l'Ultra Trail, peut-être qu'il a plus de billes. Alors après, je suis pas tout à fait sûr qu'il soit coach privé, mais admettons qu'un jour je gagne beaucoup d'argent parce que je suis devenu très fort. L'UTMB, je l'ai fait en 21h et quelques. Les sponsors me suivent. Vous êtes toujours sur Patreon à me soutenir. J'ai derrière moi une grosse manne financière à actionner. J'arrive, je fais « Hey, salut Guillaume, je sais que t'es pas coach privé, mais regarde, je vais te filer 300 balles par mois. Du coup, tu vas faire ce que je te dis maintenant. Enfin, tu vas être mon coach. » Et du coup, à ce moment-là, il me coach. Et donc, on peut imaginer que Guillaume, tu vois, par exemple, il a préparé le Tour des Géants en faisant quelque chose d'atypique. Il a quasiment pas couru. Il a fait beaucoup de marches. Bon, je résume les choses, il n'y avait pas que ça. Mais moi, ça m'avait énormément surpris. Je me suis dit, putain, le mec, il se prépare en marchant, quoi. Tu vois, il allait en marchant au travail. Pendant sa pause déjeuner, il prenait un truc à la main à manger et il marchait autour de son travail. Et le soir, il rentrait en marchant de son travail. Et là, tu te dis, mais c'est un truc de tarlouse. Ah, pardon, j'ai encore eu des propos homophobes. Excusez-moi, désolé, c'est parti tout seul. Et évidemment, je ne ferai quand même pas de montage. Et le gars réussit. Il a fait podium, tu vois, au Tour des Géants. Ça cause quand même. Du coup, t'as envie de te dire, putain, le gars réfléchit quand même. Le gars propose des trucs un peu hors des sentiers battus. C'est intéressant, c'est rigolo. Il l'a démontré sur lui-même. Vas-y, banco, j'adhère et j'écoute. Voilà mon petit Olivier. Putain, j'espère que j'ai... Oh, désolé pour le gros mot. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je me suis emporté un peu sur toute cette écologie là au début du podcast, mais globalement, j'en ai rien à faire. Si vous prenez 3 fois l'avion, vous pouvez tout à fait être mon ami. J'en ai rien à secouer, franchement. Je suis un peu désabusé de tout ça, tu sais. Donc je pense que le curseur est à mettre un peu partout. Donc voilà, encore une fois, je critique l'ami Pau Capel, mais je pourrais aussi critiquer... En fait, tout le monde est critiquable. C'est ça qui est magnifique. Vous prenez un humain, et à partir du moment où il vous parle écologie, vous vous intéressez à sa vie, et vous allez déterrer tout un tas de points qui font que ce mec est illégitime pour vous parler d'écologie. Donc au final, soit on s'engueule tous, on se tabasse, et à un moment donné, on vide des chargeurs et on bute des mecs. Ça peut marcher, parce que du coup, il y a moins de monde sur Terre, et ça pollue moins. Soit, on essaye de s'améliorer dans la gentillesse, la joie, la volupté, les blagues cyniques, parfois tranchantes. Mais voilà, ça m'empêchera pas. Par exemple, mon ami Arthur Joyeux-Bouillon, qui prône le zéro déchet quand il vit chez lui. Alors c'est très très bien, il fait ses courses en gros, etc. Tu vois, il vient avec ses bocaux, avec ses sacs dans les Biocoop, les machins, les trucs, les bidules, les coopératives. Tu vois, à côté de chez moi, il y a une coopérative. Moi aussi, j'y vais avec mon petit sac en coton, je suis content, tu vois. Zéro déchet, mais voyage en Thaïlande pour les mondiaux fin novembre, et puis Trans-Gran Canaria en février, là, et puis après, il va à Istria, peut-être il va en voiture comme moi, j'en sais rien. Tiens, d'ailleurs, faut que je mette mon trajet sur Blablacar. Mais... Voilà, mais tout le monde en fait, tout le monde est critiquable. Et le mec qui prend pas l'avion, vous vous intéressez à sa vie, et finalement il pollue sur plein d'autres points. Tous les jours il fait 40 km de voyage urbain en voiture pour aller au travail, tous les jours ceci, cela.
nos pays civilisés, il n'y a rien qui va. Donc, essayons tous de réduire un petit peu. Ne nous prenons pas la tête, ne nous battons pas. Soyons solidaires, mais c'est vrai que de temps en temps, s'envoyer une petite pique à la figure, ça fait du bien. Ça détend tout le monde et on peut rigoler un peu. Voilà. Mais sans animosité aucune, bien sûr. C'est pour ça que cette association des pro-trail-runners, on la caricature parce que ça nous amuse. Mais un petit peu comme quand Charlie Hebdo caricature l'islam, bah c'est pour faire une blague. C'est pas pour dire l'islam c'est de la merde, il en faut plus. Bah non, des religions, il y en a plusieurs dans le monde. Chacun y adhère pour différentes raisons. Voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. Laissez-nous tranquilles. Donc, voilà, c'est un peu le même état d'esprit quand moi, je me permets de jeter un pavé. Tu sais, ils sont là, tous les trailers pro, ils sont là, ils se rassemblent, ils discutent un peu pour améliorer les choses, ce qui est très très bien, encore une fois. Et d'un coup, t'as le gros Ferrari qui arrive avec sa bagnole qui klaxonne, tut, ouais, il fout le bordel et tout, et il repart. C'est exactement ça. Tu sais, moi, je suis l'énorme troll qui arrive. Et ouais, voilà. J'arrive, je fous le bordel, je repars. Donc voilà, force à eux. C'est quand même mieux que les gens se posent des questions plutôt qu'ils en aient rien à branler. Mais voilà, si vous pouviez juste sortir pas haut du groupe de travail pour nous donner des conseils, ce serait un peu plus percutant. J'ai vu qu'il y avait Johan Bojard aussi quand même. Ce garçon-là est très respectable. Je l'aime beaucoup. Il s'est privé de certaines courses, Johan, pour justement essayer de réduire un peu son propre bilan personnel. Après, il ne faut pas oublier que sur Terre, on est quand même plusieurs milliards. Mais voilà, ça là, je suis inspiré, tu vois. Johan Bojard qui se déplace avec son van à Zegama, qui dort dedans. Là, je suis inspiré, tu vois. Évidemment, il y a toujours un connard pour dire « Ouais, mais s'il y serait pas allé et qu'il serait resté chez lui, il aurait pas pollué avec son van. » Oui, bon, bah vas-y, ta gueule. Allez, je vous laisse là-dessus. Paix et amour. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Je suis très sociable et très gentil. Et c'est pour ça que je suis très méchant dans mes paroles. C'est pour que tout le monde s'améliore sans cesse. J'adore vous titiller, vous piquer au vif pour qu'on s'améliore tous ensemble. Et qu'on soit des héros, tu vois. Des gens au top. Allez, je vous laisse là-dessus. Podcast ultra long. Putain, on a perdu l'habitude. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ce sera le 250e, c'est ça. Et bientôt sur Patreon pour le J-30 avant Istria. Je vous prépare une dinguerie. Et aussi sur les podcasts toutes les semaines. Je vais améliorer un peu tout ça. Excusez-moi, je suis en train de roter à l'antenne, ce qui ne se fait pas du tout. Mais encore une fois, j'ai pas envie de faire du montage. Ça enlèverait le petit côté un peu poilu, tu vois, du truc. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et si vous voulez me soutenir tranquillement, je fais mon auto-pub puisque personne ne le fait à ma place et de toute manière, j'ai pas envie d'associer quelqu'un à mes propos qui sont toujours infâmes et honteux. Putain, je suis quand même... Et voilà, vous avez mon site internet si vous voulez vous faire plaisir avec un joli produit. Et en plus de ça, si vous aimez la France, eh bien je déclare absolument tout à mon gourou, mon chaman, Emmanuel Macron. Je n'ommets pas un seul centime. D'ailleurs, au mois d'avril, là, je vais faire un sacré chèque aux impôts. Et à l'URSSAF aussi, putain les bâtards. Donc voilà, si vous voulez enrichir le Duc, la France, Broubec, la Chaussette de France, John Rimbaud, Nicolas Martin, qui est-ce qui a bossé avec moi encore, Flo Why Not, tout ce petit monde, vous allez sur l'Antre du Duc et vous commandez un maximum de choses. En plus, ça me fait bander de faire des colis. Vraiment, j'ai le manche très très dur à ce moment-là. Et j'aime beaucoup mettre une touche personnelle à l'intérieur. Non, pas mon sperme. Voilà, donc un petit mot plutôt, c'est plus sympa. Donc voilà, j'arrête ici parce que vraiment ça part dans tous les sens. Et bientôt je vais faire un podcast de 24 heures, ça sera complètement stupide. Salut, à mercredi prochain.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.